Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Fumer du cannabis pour se soigner ou pour son plaisir, c'est désormais possible au Canada, mais aussi au Colorado, au Michigan ou encore en Uruguay. Et pourquoi pas en Belgique? Comment expliquer que ce sujet reste aussi tabou chez nous, alors que sur le terrain, beaucoup d'acteurs plaident pour la fin de l'interdit, mais aussi une vraie réglementation du secteur par l'État? Pourquoi la prohibition n'est-elle pas la solution? Comment réglementer le secteur et travailler sur la prévention et la réduction des risques? On va en parler tout de suite avec nos trois invités. Alors déjà, bonjour à tous les trois. Bonjour. Alors tout d'abord, Antoine Boucher, donc vous êtes chargé de communication à Infordrogue. Martin Deduve, vous êtes directeur de l'ASBL Univers Santé. Donc c'est une association qui travaille sur la promotion de la santé auprès des étudiants, on peut dire ça. Et alors Dominique Le Signol, donc vous êtes médecin, vous êtes chef de clinique à l'Institut Bordet à Bruxelles et plus particulièrement chef de la clinique des soins supportifs et palliatifs. Donc vous nous parlerez tout à l'heure un peu de comment finalement le cannabis pour vous est vraiment utile en matière de santé. Mais avant ça, je propose de se tourner vers Antoine Boucher. Alors vous allez avoir la lourde responsabilité d'essayer de nous expliquer ce qui est autorisé et interdit aujourd'hui en matière de cannabis, ou plutôt ce qui est interdit et toléré éventuellement. Voilà, je pense que c'est effectivement la première chose à dire, c'est que détenir du cannabis, c'est totalement interdit. Alors ce qu'il y a eu il y a une quinzaine d'années, en 2003, c'est une politique de tolérance, c'est-à-dire que oui, vous faites en détenant du cannabis un acte illégal, mais qui ne serait pas, dans certaines circonstances relativement précises ou imprécises, poursuivi par la justice. Donc ça, c'est la fameuse politique de tolérance. Alors, qu'est-ce qui était effectivement dans cette politique de tolérance? C'était d'abord que vous deviez être majeur, c'est-à-dire avoir plus de 18 ans, avoir du cannabis pour votre usage personnel. Donc, évidemment, il n'était pas question de vendre. Troisièmement, il fallait que les quantités soient de moins de 3 grammes. Ça, c'était les quantités, les conditions de base de cette tolérance. S'ajoutait à ça que vous ne pouviez pas en détenir à proximité d'une école, en présence de mineurs, ni évidemment dans une école, dans un institut de soins, etc. Il y avait toute une série d'autres conditions pour bénéficier, de cette tolérance. Mais l'année passée, le gouvernement a étendu, les restrictions à cette tolérance à tout l'espace public, et y compris les commerces accessibles au public, c'est-à-dire évidemment une énorme partie de la tolérance vient de tomber, puisque vous ne pouvez plus détenir à présent du cannabis que, grosso modo, chez vous. Donc en gros, on est revenu à une politique de tolérance zéro avec ce gouvernement. Voilà, en tout cas, la politique de tolérance, elle est vraiment réduite à une portion très congrue, ça c'est clair. Mais quand on vous écoute, j'ai quand même l'impression qu'il y a une espèce de flou juridique, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent que détenir du cannabis pour sa consommation personnelle, où qu'on soit finalement, c'est autorisé. On voit que ce n'est pas le cas. Il y a quand même une espèce de flou. J'imagine que vous, à Infordrogue, vous avez pas mal de demandes de gens qui viennent en vous disant « Tiens, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Où est-ce que je peux fumer? Où est-ce que je ne peux pas ?» Absolument. Donc à partir du moment où effectivement on a dit que c'était plus poursuivi, il y a eu une confusion avec ça devient légal. Ce qui était logique évidemment pour le grand public. Ben oui, on va réglementer, etc. Le grand public est tout de suite là-dedans. Donc évidemment, il va chercher à avoir des informations auprès de gens comme Infordrogue, évidemment. Et nous, on va devoir expliquer que non, c'est pas légal, que dans certaines circonstances, mais qui sont flou, parce que c'est quoi à proximité d'une école? Il y avait la détention ostentatoire de cannabis, c'est quoi cette histoire-là, etc. Donc on doit évidemment être extrêmement prudent, parce qu'il arrive, et ça va dépendre aussi de l'interprétation de tous ces termes, arrondissement judiciaire par arrondissement judiciaire, voire policier par policier, que certains, de bonne foi, sont en rue avec une petite quantité de cannabis et se font quand même arrêter. Il y a quand même des poursuites judiciaires, etc. Donc c'est extrêmement insécurisant, pour la population, ce type de pratiques législatives qui sont effectivement insécurisantes et qui concernent des centaines de milliers de personnes. Et en plus, avec, j'imagine, une inégalité aussi au niveau des contrôles. Il y a souvent des personnes qui sont plus contrôlées que d'autres et donc qui sont plus susceptibles d'être poursuivies que d'autres. Ça en surajoute, une couche par rapport à certaines populations qui sont effectivement davantage ciblées par les contrôles policiers et donc davantage pénalisées
en matière de drogue aussi, parce que là, ce qui est spécifique avec la politique drogue, c'est que les peines sont extrêmement sévères. Hein. Pour la moindre détention dans les conditions de la non-tolérance, vous êtes, selon la loi, évidemment, il faut voir si elle est appliquée, mais à 3 mois de prison, minimum. Donc, oui, évidemment, donc on est dans ça met beaucoup de gens dans l'embarras. Oui, on n'est plus que... C'est pas uniquement des amendes. On voit qu'il y a des peines de prison. Il y a des amendes en plus, évidemment, et qui ne sont pas légères non plus. Alors, aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a toute une série d'acteurs qui veulent bouger et que même au niveau de la population, il y a plusieurs sondages qui ont été faits. Alors, ce sont des sondages qui n'ont pas de valeur scientifique, mais quand même qui peuvent nous donner des indications. Alors, il y a un sondage qui a été réalisé par la Libre Belgique dernièrement en ligne, auprès de 1000 personnes en ligne, où on voyait qu'il y avait 80% quand même des gens qui se disaient pour une réglementation. Le Centre d'action laïque aussi a voulu ouvrir le débat et donc lance aujourd'hui une grande campagne qui s'appelle donc Cannabis, dépassons l'interdit, responsabilisons, réglementons. Et dans ce cadre-là, il y a des sondages qui ont été faits auprès de toute une série de gens, au fait des solidarités, même auprès de mandataires, au salon des mandataires. Et on voit que là aussi, il y a 80%, on est en moyenne à 80% de gens qui veulent que ça bouge et qui sont pour une réglementation, alors qu'ils ne sont pas nécessairement eux-mêmes fumeurs, ce qui est quand même intéressant, je trouve. Alors Martin de Duve, comment expliquer que rien ne bouge et comment expliquer que finalement il y a un blocage tel, alors qu'on a l'impression qu'au niveau de la population, tout le monde n'est pas contre une réglementation? Faisons peut-être d'abord un peu d'histoire. L'homme, l'être humain, a toujours cherché à modifier son état de conscience. On a trouvé récemment, des archéologues allemands ont mis à jour un site archéologique au sud de la Turquie qui s'appelle Göbekli Tepe et qui montre qu'à cet endroit-là, avant même que l'homme ne devienne sédentaire, il se réunissait pour manger en grande quantité de la viande, mais aussi boire de grandes quantités de boissons fermentées, et qui étaient donc en grande quantité à cet endroit-là. Donc ça, c'est il y a 12 000 ans. Et puis, dans l'histoire, on voit que le cannabis, par exemple, on a des traces de consommation de cannabis 2700 ans avant Jésus-Christ. Jusqu'à maintenant, évidemment, on a toujours cherché, quelque part, d'une manière ou d'une autre, à modifier son état de conscience. Chaque culture a ça ou ses drogues. En Occident, la drogue culturelle par excellence, c'est l'alcool. Mais le cannabis est aussi quand même largement répandu. On a vu que l'histoire des drogues a montré qu'on était dans une forme d'insouciance autour de ces questions-là jusqu'à la fin on va dire du 19e siècle. Et puis, à ce moment-là... là, on faisait tout... c'est-à-dire qu'on a toujours consommé, mais ça ne posait pas de questions sociétales, politiques ou que sais-je. À partir du début du XXe siècle, les États ont commencé à réglementer. Et sur base de questions morales, plus que de questions de santé publique. C'est-à-dire qu'on a déterminé que, par exemple, l'alcool et le tabac étaient des drogues acceptables et que d'autres ne l'étaient pas. Mais d'un point de vue de santé publique, ça ne s'explique pas tout à fait. Et donc ça, c'est ce modèle qui persiste encore aujourd'hui, c'est-à-dire que ça fait maintenant plus de 100 ans, et d'ailleurs la législation drogue en Belgique date d'il y a 100 ans, elle date de 1921, 1921. Et on voit bien qu'on n'a pas changé le logiciel pour autant. Aujourd'hui, dans le secteur de la santé, on s'accorde à dire que cette approche, en fait, a plein d'effets délétères. Et même au niveau international, ça commence à bouger. On voit bien qu'il y a une série de pays, vous le disiez en introduction, qui commencent à modifier leur approche et leur législation de manière à entrer, au lieu d'être dans une période morale, une approche morale des drogues, on est dans le moralisme jusqu'à aujourd'hui, eh bien peut-être que certains se tournent vers plus de pragmatisme. Et je pense vraiment qu'il est temps pour nous de changer de logiciel, de changer de regard, de changer de point de vue sur ces questions-là. On parlait, Antoine Boucher vient de le souligner, de peine jusqu'à 3 mois de prison pour détention de cannabis. Évidemment, les personnes qui font 3 mois de prison pour détention de cannabis ressortent avec une envie de délinquance qui est encore plus grande. Évidemment, la prison, ce n'est pas une école de la vertu tout de même, hein, on le sait. Donc, il est vraiment temps de changer de logiciel. Et pour en plus des gens qui, souvent, ne font du mal limite qu'à eux-mêmes, si éventuellement ils en font. Mais voilà. Mais sur ces questions morales, docteur Le Signol, est-ce que c'est aussi ces questions morales qui font qu'aujourd'hui, le cannabis, même le cannabis thérapeutique, dont on sait qu'il a
des propriétés intéressantes, notamment en matière de traitement de la douleur, qui est vraiment votre spécialité. Est-ce que c'est vraiment ces questions morales qui font que c'est interdit toujours aujourd'hui d'utiliser du cannabis, ou c'est vraiment très réduit en tout cas? Est-ce que c'est vraiment encore cette question morale qui fait qu'on ne peut pas l'utiliser, même en matière de santé? Je pense qu'un élément fondamental qu'il faut rappeler, c'est que bien entendu le cannabis globalement est connu depuis des milliers d'années, que c'est un instrument de thérapie connu depuis l'Antiquité. Donc on connaît les vertus thérapeutiques, mais il y a probablement un éclairage extrêmement moralisateur sur l'usage du cannabis à l'heure actuelle, et qui déteint sans doute sur quelque chose qui touche aussi le traitement de la douleur. Parce que la non-volonté de donner accès à un produit qui pourrait s'avérer efficace à des patients qui ont des douleurs sévères me semble extrêmement discutable d'un point de vue moral. On toucherait un peu au dolorisme, c'est-à-dire que les patients ont mal et bien qu'ils souffrent un petit peu. Et donc, ça n'est pas je pense, c'est une approche extrêmement négative par rapport aux personnes. Et j'abonderai dans le sens de ce qui vient d'être dit, c'est que pour des patients qui utilisent les dérivés cannabinoïdes à des fins thérapeutiques, ils sont aussi pénalisés, mais ils vont être punis 2 ou 3 fois. Le fait d'être malade, le fait d'avoir mal et de ne pas pouvoir se soigner, avec le risque en plus d'être poursuivi. Parce que le flou artistique, et le mot artistique est malheureusement pas tout à fait adéquat par rapport à cette situation, crée des problèmes majeurs pour les patients qui cependant trouvent des solutions aussi. Ils vont pouvoir s'approvisionner ailleurs, ils vont trouver des médicaments ailleurs, ils vont pouvoir trouver des dérivés cannabinoïdes dans d'autres pays où la législation le permet. Et donc on est dans une inadéquation totale entre une réalité qui est un état de fait et aussi je dirais, le déni de connaissances, parce que si on s'intéresse au sujet, on lit la littérature médicale sur la question, il y a des milliers d'articles qui sont écrits et qui expliquent l'efficacité des dérivés cannabinoïdes dans différentes affections médicales. Et donc, oui, donc il y a vraiment des résultats scientifiques, il y a des études scientifiques qui le prouvent, oui, alors comment expliquer que du coup on se dit, parce que c'est le cannabis, parce que moralement on ne peut pas utiliser le cannabis, on ne peut pas l'utiliser comme médicament? Mais moi je dis toujours que l'ignorance par rapport à un sujet rend les gens stupides. Et je le dis clairement, il y a une incompétence totale par rapport aux personnes soi-disant compétentes pour décider sur le sujet. Et cette non-volonté de regarder la réalité est pour moi extrêmement délétère et traduit pour moi un manque de respect pour les malades. Parce que du coup, vos patients, par exemple, qui trouvent un certain réconfort dans le cannabis, où le cannabis réduit leur douleur, ils vont s'approvisionner sur Internet, dans d'autres pays ou sur Internet, avec des produits dont ils ne savent pas nécessairement l'origine ou dont on n'a pas contrôlé, en tout cas. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a des pays où la réglementation est quand même beaucoup plus limpide et il n'y a pas de problème. Je pense qu'aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suisse, il y a moyen de se procurer des dérivés cannabinoïdes comme le cannabidiol, le fameux CBD. En Belgique, c'est inconcevable d'imaginer qu'on puisse sereinement aller chercher ce type de produit, puisque chaque fois qu'un magasin ouvre, on le ferme pour des tas de raisons qui n'ont rien à voir d'ailleurs avec le produit lui-même. Donc c'est quelque chose qui, pour moi, demanderait certainement davantage d'acuité intellectuelle sur la question. Et peut-être juste un mot sur les risques aussi, parce qu'on sait qu'évidemment, le cannabis possède des risques, comme l'alcool, comme la cigarette, mais il y a des risques d'addiction. Mais pour vous, ça ne justifie pas qu'on l'interdise comme c'est le cas aujourd'hui? Je pense que si on considère tous les médicaments que nous pouvons prescrire avec le risque de dépendance, d'addiction et de toxicité, le cannabis est certainement dans la catégorie la moins dangereuse. C'est un médicament, en tout cas si on prend le CBD par exemple, qui n'a pas de toxicité majeure pour les organes, que ce soit les reins, le foie, l'estomac. C'est vrai que le THC, un autre composant du cannabis, a des effets psychomimétiques et que ce n'est pas cela que l'on recherche en médecine, mais d'un point de vue purement pratique, on peut considérer que d'après les données qu'on dispose, tant chez l'homme que chez l'animal d'ailleurs, que le CBD en tant que tel n'est pas dangereux. Il n'y a pas d'addiction avec le CBD. C'est quelque chose d'important, mais quand on regarde les autres médicaments, comme par exemple les somnifères, les benzodiazépines, les antidépresseurs et autres médicaments qui sont largement prescrits, le risque de dépendance est beaucoup plus grand. Donc je pense qu'on projette systématiquement sur, entre guillemets, le cannabis, des éléments qui n'ont pas lieu d'être, mais il faut bien entendu respecter la pharmacopée, il faut respecter les indications, mais dans l'absolu, vous savez, quand je vois ce que l'on peut prescrire,
en termes de risque, le CBD est certainement le moins nocif. Alors, on va continuer à ouvrir le débat et je vous propose d'écouter une interview de Ruth Dreyfus. Donc, Ruth Dreyfus, nous l'avons rencontrée lors du forum Addiction et Société que vous avez co-organisé, Martin de Duve, à Flagey à la mi-octobre. Et donc, c'est une ancienne présidente de la Confédération suisse, présidente de la commission, je vais reprendre le nom exact, la commission globale de politique en matière de drogue. Et on va l'écouter nous parler justement de cette politique plus cohérente qu'elle souhaiterait en matière de drogue. On l'écoute tout de suite. Un système plus cohérent est un système qui reconnaît que c'est une illusion d'imaginer une société sans drogue, que les drogues sont dans la société, que la consommation existe, qu'il n'y a aucune raison de punir des personnes qui ne font de tort éventuellement qu'à elles-mêmes, que si elles se font du tort, alors souvent elles sont effectivement en situation de dépendance, en situation de maladie, elles ont besoin d'aide, et donc la dépénalisation s'impose. Et puis, même avec la dépénalisation, on reste dans un système qui n'est pas cohérent, dans un système qui laisse au marché noir, qui laisse aux organisations criminelles le soin d'approvisionner ce marché. Donc, il faut passer à autre chose. Passer à autre chose, c'est une réglementation responsable, une régulation responsable des substances aujourd'hui illégales, c'est-à-dire entre les mains de l'État. L'État sait très bien, au fond, même si ça n'est pas toujours à 100% un succès, mais l'État sait très bien ce qu'il doit faire, quelle est sa responsabilité face à des dangers que court la population. L'État contrôle en fait les aliments, la qualité des aliments, le taux d'alcool, les endroits où on peut fumer. Elle met des étiquettes, l'État fait mettre des étiquettes sur les produits chimiques pour savoir quelle est l'échelle de danger qu'il recèle, etc. Donc nous savons faire cela. Pourquoi, au nom de l'illégalité irrationnelle d'un certain nombre de produits, l'État s'est-il, au fond, défaussé sur les organisations criminelles? Alors Martin de Duve, quand on entend ça, on a l'impression, évidemment, ça paraît un peu d'une logique implacable. C'est ce côté pragmatique dont vous parliez tout à l'heure. Finalement, ça existe, il faut faire quelque chose, il faut voilà, accepter la situation telle qu'elle est et se dire maintenant il faut autoriser et réglementer et encadrer. Le pragmatisme, c'est cela, c'est partir de la réalité de terrain. Et je pense qu'il faut être à l'écoute de ce qui se passe sur le terrain, des professionnels de la santé qui tirent quand même la sonnette d'alarme, des professionnels du secteur social, du secteur de jeunesse, qui témoignent de toutes les difficultés que la législation actuelle pose sur le terrain. Mais il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. On voit qu'il y a un vrai rééquilibrage des politiques drogue de manière générale qui est à opérer. On est peut-être dans une permission à outrance sur certains produits. Si on prend l'alcool, par exemple, on peut faire à peu près tout et n'importe quoi, y compris proposer 3 bacs plus 1 gratuits pour les scouts, par exemple. Enfin, je veux dire, il y a quand même des pratiques commerciales, publicitaires qui sont plus que douteuses. Donc ça, c'est l'excès d'un côté. Et puis, on a l'excès inverse. On parle maintenant de cette tolérance zéro en matière de cannabis. Enfin, bref, il y a un vrai rééquilibrage qui est à faire. Donc, en matière de cannabis, on ne doit pas faire n'importe quoi, on doit réguler, et c'est l'État qui doit prendre cela en charge. On voit bien qu'il y a des modèles qui se développent à l'étranger et qui ne sont pas tous vertueux. Si on prend l'exemple du Colorado que vous citiez tout à l'heure, mais là, on est un peu dans un supermarché du cannabis, on est dans Cannabiland. Oui, c'est ça, avec des bonbons cannabis, enfin, tous des produits qui peuvent aussi attirer les plus jeunes vers ce produit. Et avec des dérives commerciales qu'on voit apparaître, et d'ailleurs, il y a certaines mafias qui deviennent en fait des mafias officielles, qui achètent des hectares et des hectares de terrain pour produire en grande quantité, avec une multiplicité des formes et des techniques commerciales pour le faire vendre. Donc évidemment, cet excès-là, on ne le souhaite pas non plus. Il faut réguler ce marché-là. Le réguler, ça veut dire qu'on va dépénaliser effectivement l'usage, on va sortir des prisons toute une série d'acteurs qui n'ont rien à y faire, on va pouvoir aussi
quelque part, l'État va pouvoir toucher de l'argent sur cette régulation du marché, hein, qui est tout de même une manne financière très importante. Oui, on parle aujourd'hui d'un rapport d'1 pour 70, c'est ça? Donc 1% investi dans la prévention pour 70 € investis dans la répression. Oui, alors ce sont des estimations parce qu'il est difficile de faire l'état des lieux de manière exhaustive, mais effectivement, donc on est dans un déséquilibre total en matière de politique. Il faut rééquilibrer tout cela. On sait que la prévention, la sensibilisation, l'information, c'est la base pour développer des modèles de consommation plus responsables. Ça vaut en matière d'alcool, ça vaut en matière de tabac, ça vaut en matière évidemment de cannabis aussi. Donc il faut totalement revoir la copie. Aujourd'hui, on est dans un modèle qui est en échec complet. Même l'ONU, qui est quand même pas l'institution la plus progressiste en matière de politique drogue, a reconnu il y a maintenant près de 4 ans que la répression et la politique drogue menée à l'échelle internationale est en échec complet. Oui. Et c'est des centaines de millions de dollars qui sont investis chaque année là-dedans. Eh bien, réinvestissons ça dans l'éducation, la culture, la sensibilisation et la prévention. Antoine Boucher, si le secteur était réglementé, qu'est-ce que ça changerait pour vous, clairement, en termes de prévention, par exemple, ou de réduction des risques? Ah, mais ça changerait tout, hein. D'ailleurs, d'abord en matière de réduction des risques, les produits seraient contrôlés. Vous ne seriez plus obligé d'acheter à peu près n'importe quoi auprès de votre fournisseur sans savoir si ça correspond. Donc, soit vous avez besoin du cannabis, parce qu'il y a toujours des motivations à consommer du cannabis, évidemment. Soit c'est parce que ça a un effet thérapeutique sur vous par rapport à une pathologie, etc. Et là, au plus vous pouvez évidemment savoir à l'avance la qualité du produit, au plus c'est important parce que ça va jouer sur votre pathologie. Ou bien c'est récréatif, mais là aussi, c'est comme pour l'alcool, les gens qui aiment bien la bière n'ont pas envie d'avoir un verre de whisky sans savoir, etc. Donc c'est pareil pour le cannabis, vous devez savoir la qualité, la quantité de produits actifs dans votre... Et puis aussi la qualité, évidemment. Est-ce qu'il y a des produits de coupe? Est-ce qu'il y a des produits toxiques là-dedans? On n'en sait rien aujourd'hui. Donc rien que tout ça, via un contrôle de qualité par l'État, c'est déjà important. Et puis, il y a tout le fait d'aider les gens qui vont effectivement consommer ce cannabis. Aujourd'hui, ils sont poursuivis de manière assez forte, de manière incertaine, etc. Donc, c'est hyper important pour eux de sortir de ça. Ça renvoie, comme je l'ai dit, à des pratiques privées. Si on veut gérer une consommation de produits, comme on a au fond appris à gérer l'alcool, c'est en mettant tout ça dans l'espace public. Renvoyer les gens à leurs pratiques à la fois privées et clandestines, ça n'aide pas la prévention puisque personne ne sait officiellement. Vous n'avez pas intérêt à dire que vous consommez du cannabis, donc vous allez rester avec une impossibilité d'en parler, etc. Donc tout ça est extrêmement mauvais pour, je veux dire, la santé publique en général, mais aussi la santé des gens. Donc, en termes de prévention, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Que l'acteur de prévention, on l'a dit, c'est essentiellement la police. C'est la police qui est censée empêcher les gens de consommer ce produit. Mais ça ne fonctionne évidemment pas. Et dans les familles, dans les écoles, enfin, partout où il y a des partenaires éducatifs, ils ne savent pas quoi dire, puisque le produit est totalement interdit, c'est presque interdit d'en parler, ou alors on n'en parle que de manière tout à fait caricaturale, c'est-à-dire en oubliant tout ce qu'il peut apporter, parce qu'il n'y a rien à faire. Si les gens et autant de personnes en consomment, c'est que ça leur apporte quelque chose. Et ça, c'est extrêmement important. On ne peut pas faire la prévention en disant simplement c'est que du mauvais, tu vas voir, tu vas devenir fou, tu vas mourir, je ne sais pas, tout ce qu'on dit effectivement sur ce produit. Et donc on est complètement décrédibilisé dans le discours qu'on peut tenir par rapport à ça. Martin Deduve, vous vouliez réagir? C'est-à-dire que il y a aussi des évolutions récentes dont il faut tenir compte. On voit apparaître de nouvelles drogues de synthèse sur le marché. On estime qu'il y a au moins une nouvelle molécule qui apparaît sur le marché chaque semaine, et donc pour lesquelles, évidemment, le législateur n'a absolument pas la possibilité d'agir ou de réagir dans les temps. Et donc, en fait, on part de molécules existantes qui sont interdites. Prenons l'exemple du cannabis. Eh bien, effectivement, le THC fait l'objet d'une interdiction. Le CBD, il y a un flou, on a déjà évoqué. Et donc, on voit apparaître en fait des molécules de synthèse qui, des chimistes en herbe, sans mauvais jeu de mots, font dans leur laboratoire des copies de ces molécules, mais en transformant un tout petit peu la chiralité de la molécule, en rajoutant un hydrogène par-ci, un oxygène par-là,
par là, un carbone par là. Et donc on finit par avoir des molécules qui sont en fait très très proches des molécules initiales, mais dont la maîtrise de l'effet sur l'organisme devient absolument nulle. C'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout, et on voit par exemple qu'on ne peut a priori pas faire d'overdose de cannabis naturel, mais avec ces cannabinoïdes de synthèse, eh bien, en fait, on a des prises de risque inconsidérées. Et donc, là aussi, cette manière, si on régulait le marché, on enrayerait peut-être ces molécules qui, en fait, circulent librement par la poste. Hein. Il suffit de les commander sur Internet, sur certains sites spécialisés. Et en fait, ça, en termes de réduction des risques, c'est catastrophique. Oui, et puis, docteur Le Signol, ça vous permettrait, vous, de prescrire du cannabis et d'éviter que vos patients ne tombent dans ce genre de produits. Je pense qu'en termes de liberté, il y a deux aspects pour moi. Il y a la liberté individuelle de pouvoir utiliser une molécule dans de bonnes conditions, quelle que soit l'indication, mais même à des fins récréatives. Je crois qu'il faut être certain de la qualité de ce dont on dispose, donc une liberté individuelle. Et pour un médecin, la liberté thérapeutique en Belgique est complètement bloquée, parce qu'il faut aussi rappeler, et c'est fondamental, que dans notre organisme, nous avons un système qu'on appelle le système endocannabinoïde, qui existe depuis des milliers d'années, que nous avons hérité de l'évolution et qui n'est pas là par hasard. Et donc ce système permet de réguler pas mal de fonctions physiologiques au niveau cérébral notamment, d'où l'intérêt de pouvoir l'utiliser, le potentialiser, le contrôler par rapport à différentes affections médicales. Et je reviens là-dessus quand même, je pense qu'on connaît plus d'une centaine d'indications potentielles de dérivés du cannabis à des fins médicales. Donc je pense que dire maintenant que ça n'a pas d'intérêt, pour moi, est extrêmement délétère. Et le problème à l'heure actuelle, c'est qu'effectivement, des patients se tournent malgré tout vers le marché clandestin, vers des trafiquants qui n'entretiennent rien d'autre que du trafic et de la délinquance et peut-être même une haute criminalité, voire le terrorisme. Et donc je pense qu'il faut absolument, et je suis entièrement d'accord, même si on n'est pas d'accord qu'il faille des lois pour tout, mais je pense qu'une régulation au niveau de l'État et une légalisation claire du cannabis permettrait certainement de sortir de pas mal de problèmes. Mais d'ailleurs, donc, je disais tout à l'heure qu'effectivement le Centre d'Action Laïque a lancé toute une campagne. L'idée, évidemment, c'est d'ouvrir le débat, de lancer la thématique pour que les gens s'en emparent et que les politiques aussi s'en emparent, parce qu'on sait qu'il y a des élections prochainement. Donc j'imagine que voilà, vous qui êtes là, vous souhaiteriez que ça bouge au niveau politique, même s'il y a des propositions de loi, mais rien ne bouge. Je ne sais pas si peut-être une petite réaction sur ce qu'on peut faire comme appel aux politiques. Moi, ce que je peux dire, c'est que je suis depuis quelques mois maintenant, même plusieurs années, invité à parler du cannabis, et notamment les jeunes des partis, tous partis confondus, en tout cas les partis démocratiques, me convoquent pour des réunions et des séances d'information, et je pense que leur vision du monde est effectivement en train de changer, et probablement que le changement de paradigme et de vision du problème va changer parce que, entre guillemets, on va pousser vers l'extérieur les personnes qui n'ont pas eu la capacité de réfléchir sur la question. Voilà, et en tout cas, je voulais juste rappeler que donc, le Centre d'Action Laïque, dans le cadre de cette campagne, a aussi une proposition de loi sur les drogues. Là, le CAL prône vraiment pour une réglementation, donc une vente et une production et une vente libre, mais contrôlée par l'État. Alors c'est une proposition, ça pourrait être une proposition parmi d'autres, mais c'est vraiment l'idée d'ouvrir ce débat et de prendre aussi exemple et de retenir les enseignements des autres pays, parce qu'on voit que effectivement, au Colorado, par exemple, c'est loin d'être parfait. Et ce n'est pas vers ce système-là, je pense, qu'on a envie d'aller, en tout cas qu'aucun d'entre vous n'a envie d'aller. Je rappelle aussi que l'Espace de Liberté, le magazine du Centre d'Action Laïque, a consacré son dossier de novembre au cannabis. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à le lire. Merci en tout cas à tous les trois, donc Antoine Boucher, Martin Deduve, docteur Le Signol, pour nous avoir informés sur ce sujet. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité.